Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-François Mounet. Bonjour. Bonjour. PDG de GenFit. On est deux aujourd'hui pour vous interroger. Je suis en compagnie de Laurent Grassin, journaliste Boursorama. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas GenFit, on rappelle biotech française spécialisée dans la maladie du foie gras, la maladie de la malbouffe, c'est comme ça qu'on l'appelle. Pour les initiés, c'est la NASH, la stéatohépatite non alcoolique. En gros, pour faire simple, c'est une maladie qui peut conduire à la cirrhose, voire au cancer du foie. J'ai lu que 5% des Européens sont concernés, 10% des Américains, donc on imagine qu'il y a des millions de personnes qui sont susceptibles d'être guéries si un jour un médicament voit le jour. Les profils concernés par cette quelques mots là-dessus. Le foie gras, c'est quelque chose qui est plus répandu. C'est presque un tiers des Américains, peut-être un quart des Français. Par contre, c'est une gravité supplémentaire que le NASH. C'est effectivement un foie gras qui subit de l'inflammation et qui a des cellules du foie qui commencent à se nécroser. Et c'est ça la NASH. C'est-à-dire que cette NASH qui après s'accompagne d'une fibrose grandissante va vers la cirrhose. Et vous avez raison de signaler que le cancer du foie la cirrhose est une pathologie très grave. Mais la plupart, beaucoup des patients NASH meurent d'abord pour des raisons cardiovasculaires. Plus de 30%, plus d'un tiers. Le profil, encore une fois, ceux qui sont concernés. Finalement, ça explique bien le pourquoi de la maladie cardiovasculaire, c'est qu'on retrouve des gens qui sont en fait des gens avec des désordres métaboliques, de l'obésité avec de l'insulinorésistance, du prédiabète, du diabète. Donc en fait, plus qu'une maladie du foie, c'est plutôt la traduction dans le foie des grands désordres métaboliques qu'on connaît avec, je dirais, le mode de consommation et la civilisation qui est la nôtre. Et à l'échelle du monde, combien de millions de personnes sont potentiellement concernées? En millions, c'est un peu compliqué à dire, mais ce qu'il faut surtout dire, c'est qu'on trouve quand vous avez raison, quand vous parlez de 5 à 10%, on parle des patients NASH qui commencent à être sévères, donc ça commence à faire une population importante. Mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est un peu la maladie, comme on le dit d'ailleurs pour le diabète, c'est la maladie des riches des pays pauvres et la maladie des pauvres des pays riches. C'est-à-dire qu'il y a quand même une stratification sociale. Et donc on trouve en Inde, on trouve en Chine un nombre grandissant, à la fois de diabétiques, mais on trouve un nombre grandissant de gens qui ont de la NASH. Alors la moitié des diabétiques ont de la NASH, mais il y a donc aussi beaucoup de gens qui ne sont pas encore diabétiques, qui sont obèses, avec de l'insulinorésistance, qui sont également atteints par la NASH. Et je le disais tout à l'heure en aparté, dans les pays asiatiques, on a aussi des gens minces, une dizaine de pourcents, de gens qui ont la NASH sont des gens qui ne sont pas forcément avec une obésité viscérale comme dans nos pays. Donc ce n'est pas toujours lié à la malbouffe? Si, c'est toujours lié à la malbouffe. Essentiellement. On l'a appelé la maladie du soda, même si c'est un raccourci, mais c'est quand même lié à la malbouffe. C'est lié à la sédentarité, c'est lié à un certain nombre de modifications de nos modes de consommation. Et c'est des modes de consommation qui sont les nôtres dans les pays occidentaux depuis très longtemps, ou malheureusement depuis assez longtemps, mais qui dans les pays effectivement que je vous citais, l'Inde et la Chine, ça fait partie des modes de consommation qu'on cherche même à imiter. Et on imite en même temps, je dirais, les pathologies qui vont avec. Aujourd'hui, c'est un marché qu'on estime à combien de milliards? Si aujourd'hui il n'y a pas de traitement pour la NASH, si on arrive avec un traitement efficace, peut-être l'élafibranor, vous pouvez virtuellement adresser combien de patients pour un marché de quelle taille? Le marché est estimé par de très nombreux cabinets d'analyse, donc je prends les chiffres avec relativement du confort. On parle d'un marché entre 20 et 40 milliards. 20 milliards, c'est plutôt de dollars par an. 20 milliards, c'est plutôt un marché qui adresse les patients dont vous parliez, finalement les plus atteints, qui sont 3 à 5% effectivement. 40 milliards, c'est quand on commence à s'intéresser à traiter des gens qui ont un très haut risque d'avoir de la NASH et de l'avoir évolué, et donc une population un tout petit peu plus au large. Alors justement, c'est une maladie qui est silencieuse très longtemps, non, la NASH. Comment on va pouvoir faire pour la détecter, pour la repérer, pour traiter ces gens finalement, alors qu'ils se savent peut-être même pas atteints? Alors il y a effectivement 2-3 choses qu'il faut dire à propos de cette maladie. Le fait qu'elle soit silencieuse, vous avez également la situation dans le diabète qui est à peu près sensiblement la même. Maladie silencieuse, donc il y a deux manières de gérer le problème. D'une part, il faut éduquer les patients et les médecins, et c'est le rôle de la fondation qu'on a créée, le NASH Éducation de Programme qui a de plus en plus d'activités. Mais également, il faut pouvoir détecter d'une manière simple. Et détecter d'une manière simple, quand on sait qu'aujourd'hui la NASH n'est avérée uniquement qu'après une biopsie, vous avez compris que un des objectifs majeurs et prioritaires, c'est de remplacer la biopsie par un test sanguin simple. Et c'est vrai que je suis là pour parler aussi de GenFit, à côté d'élafibranor, qui est notre développement thérapeutique, en phase 3 aujourd'hui. À côté d'élafibranor, on développe aujourd'hui, plusieurs années d'ailleurs, une stratégie dans les biomarqueurs. Et on espère avoir un set de biomarqueurs sanguins
simple, une prise de sang, un calcul d'un algorithme simple, à peu près qualifié, je dirais un IVD, ce qu'on appelle un diagnostic in vitro, qualifié à peu près dans les mêmes périodes que nous espérons la mise sur le marché des lèvres. Justement, on parle de 2019, c'est ça? Pardon, David, 2020, en ce qui concerne la mise, l'autorisation de mise sur le marché, on parle ça c'est pour le médicament, pour les biomarqueurs et pour le test diagnostic, on parle de 2020-2021 aujourd'hui. Donc il pourrait être aussi simple de se faire dépister, d'aller dans son centre ou chez son médecin traitant, de faire une petite prise de sang et de savoir si on est potentiellement à risque de développer la NASH. Absolument. Quand votre médecin vous fait faire un certain nombre de tests annuels, comme les enzymes hépatiques ou des choses comme ça, que tout le monde fait assez régulièrement, on le fait au même titre que le cholestérol ou des choses comme ça, on va vite détecter les gens à qui il faudra prescrire ce test pour véritablement ensuite les orienter dans une voie thérapeutique. Sans doute dans un premier temps chez les hépatologues, mais par la suite, il est fort probable que les médecins généralistes et les diabétologues pourront prescrire le produit. Quelle est la probabilité, justement, que ce développement thérapeutique passe au stade suivant, soit un médicament mis sur le marché, vous parliez de 2020, pas avant 2020, c'est ça, 2020-2021? Alors l'autorisation de mise sur le marché 2020. Quelle est la probabilité selon vous? Aujourd'hui, vous avez toutes les infos en interne, selon vous, si vous deviez mettre une probabilité? Moi, je voudrais d'abord vous dire qu'on n'a pas toutes les infos en interne, c'est-à-dire ce sont des tests qui sont, enfin des essais qui sont en total aveugle, en double aveugle, avec placebo. Donc la société n'a pas d'informations régulières votre sur… sentiment, alors, votre sentiment. C'est très compliqué. Du fait de votre expérience. Un dirigeant de biotech ou un dirigeant de pharma ne donne pas de statistiques de ce type-là. Ce que je vais vous dire, c'est une autre façon de répondre, c'est que quand on est en phase 3, et compte tenu des résultats qu'on a eus dans le passé, compte tenu des… et ce n'est pas la langue de bois tout ce que je vous dis, hein, c'est important. Compte tenu des endpoints, c'est-à-dire des critères qu'il va falloir qu'on remplisse, oui, la probabilité est quand même assez élevée maintenant d'avoir un produit approuvé. Plus de 50%. Plus de 50%. Mais aujourd'hui, néanmoins, il faut rappeler quand même aux investisseurs que ça reste quand même quelque chose qui n'est pas du 100% et qui reste un risque, effectivement, de ne pas aboutir. Mais la probabilité, puisque vous me parlez de 50%, je crois que là, c'est pas mentir que dire qu'elle est sans doute plus élevée, effectivement. Vous êtes toujours en avance par rapport à vos concurrents. On sait qu'Intercept, l'américain, a rencontré quelques problèmes dans son développement aussi thérapeutique. Vous êtes toujours vraiment en avance ou est-ce que vous avez été rattrapé par… C'est facile de décrire la concurrents? course qui est en cours. Hein. On est deux sociétés de biotech qui étions coude à coude, c'est Intercept et GenFit. Je crois qu'Intercept a rencontré un certain nombre de difficultés que GenFit ne rencontre pas, puisque notamment notre produit a démontré qu'il avait une innocuité, une safety très bonne. Ça a été récemment reconfirmé. Ensuite, il y en a deux derrière qui font la course, mais avec un peu de retard par rapport, je dirais, à la chronologie de l'essai de phase 3. C'est deux sociétés américaines beaucoup plus grosses, des très grosses biotech, on peut parler de pharma d'ailleurs, c'est Allergan et Gilead. Et de ce côté-là, je dirais qu'ils ont eu des résultats d'essais cliniques récemment annoncés, récemment connus, où les observateurs les trouvent plutôt décevants. Donc je dirais dans cette course à 4, c'est pas sûr qu'on soit les grands vainqueurs, puisque je vous disais qu'il y a quand même une probabilité. Mais vous êtes les mieux positionnés pour l'instant? On est plutôt pas mal positionnés. Je dirais qu'aujourd'hui, on nous cite plutôt parmi les favoris de la course, oui. Justement, puisqu'on parle de votre positionnement, l'essai en cours de phase 3, c'est Resolve It pour GenFit. C'est vraiment l'actualité qui focalise l'attention des investisseurs. Où est-ce que vous êtes dans le recrutement des patients? Quand est-ce qu'il sera achevé? Quel est un peu le timing de cet essai? Écoutez, je pense qu'on a toujours, ou en tous les cas depuis plusieurs mois, annoncé que la fin du premier trimestre 2018 devrait à peu près nous permettre de terminer un recrutement, qui est un recrutement qui doit correspondre à ce qu'on appelle la phase de… Alors c'est un peu du jargon, mais je vais simplifier. C'est une phase intérimaire, c'est-à-dire au bout de 18 mois de traitement, on aura, si tout va bien, une autorisation de mise sur le marché du produit, parce qu'il n'y a pas de médicament aujourd'hui, donc il y a une urgence sanitaire. Ensuite, comme toutes les autres entreprises, nous garderons les patients quelques années de plus pour véritablement regarder si leur évolution vers la cirrhose ne se produit pas sous traitement, est très différente des patients qui sont sous placebo, et là on aura un accord définitif et très durable à ce moment-là de mise sur le marché. Mais la mise sur le marché dont je vous parlais tout à l'heure, 2020, correspond bien à cette première phase, et c'est une mise sur le marché, elle n'est pas, comment dire, décotée, c'est une vraie mise sur le marché qui nous permettra de soigner les patients. Aujourd'hui, donc cette phase 3, c'est 18 mois de traitement, le dernier patient de la première partie, donc recruté dans les dates que je viens de vous indiquer. L'essai se passe normalement, il n'y a pas de particularité par rapport à ça. Mais il est vrai que vous dites une chose qui me paraît intéressante, vous dites c'est l'essai numéro 1. Ouais.
Mais je voudrais dire que les biomarqueurs ont de l'importance, vous l'avez souligné. Mais on a également d'autres essais. On a des essais, aujourd'hui on travaille dans le domaine pédiatrique, hein, on a des essais pédiatriques qui démarrent dans la NASH. La pédiatrie, c'est quelque chose qui étonne toujours, mais vous avez beaucoup de gamins aux États-Unis, notamment de 13-14 ans, qui ont des cirrhoses par surconsommation, en caricaturant de pizza et de coca, ou d'autres sodas. On se retrouve avec une situation chez les enfants qui est terrible, avec près de 50% d'ailleurs des enfants d'origine hispanique qui sont particulièrement touchés par ce fléau. Donc il y a ça, et puis on a aussi, vous le savez, ce même produit dans une autre maladie, un peu plus rare, hein, enfin beaucoup plus rare même, parce que la NASH est tellement énorme, qui est la PBC. Donc, la cholangite biliaire primitive, hein, voilà. Mais tout ça pour dire qu'on a pas mal de fer au feu, mais c'est vrai qu'on ne peut pas nier que l'essai Resolvit est numéro 1 dans les attentes de nos investisseurs. Sur les essais, vous avez revu des choses par rapport à la phase 2. On a vu qu'il y a eu ce moment sur la phase 2 avec des résultats qui avaient été difficiles à comprendre, difficiles à interpréter. Il y avait eu un peu d'hésitation autour de GenFit. Est-ce que vous en avez tiré des leçons pour peut-être construire la phase 3 de façon un peu différente? Alors il y a des leçons qui ont d'abord été tirées indépendamment de nous, puisque les critères de validation du produit, de ce qu'on appelle la résolution de la NASH, ont été considérablement renforcés par les agences, la FDA et l'EMA, et que quand on applique ces critères-là aux résultats de la phase 2, on sort surtout. Donc si on avait eu ces critères dès le départ pour la phase 2, même s'ils sont beaucoup plus stringents, on avait une phase 2 100% positive. Je crois que c'est important de se rappeler de ça. Donc ces critères sont bien ceux de la phase 3. Ce qui explique peut-être une certaine forme de confiance dans les résultats de la phase 3. La deuxième chose, c'est qu'on avait eu un souci qui était d'avoir des centres, pour certains qui avaient trop peu recruté. Trop petite taille peut-être, oui. Voilà, de trop petite taille. Il est bien évident que nous ne sommes pas idiots et nous nous penchons particulièrement là-dessus. Et les derniers mois en ce moment de recrutement sont des mois de raffinement extrême de notre essai pour qu'il colle à la perfection au protocole qu'on s'était donné. Il nous faut des proportions qui soient représentatives sur tous les plans. Classes de population. Diabétiques, non diabétiques, avec un nombre d'hispaniques, par exemple, qui correspondent effectivement à l'épidémiologie globale, des hommes, des femmes, etc. Nous sommes très très attentifs à avoir un essai qui soit, on va dire, incontestable et qui donne le plus de chances possible d'arriver à des résultats positifs. Jean-François Mounet, on va parler maintenant un petit peu finance. C'est intéressant la finance aussi, les comptes, vos comptes. Ça aide dans la biotech, ça aide. Ben évidemment, vous avez révélé donc des comptes semestriels fin septembre dans le rouge. Ce n'est pas une surprise que vous soyez dans le rouge, c'est normal. 22 millions d'euros de pertes contre 10 millions d'euros au premier semestre 2016. Est-ce que vos pertes ont vocation à continuer de se creuser ou pas? Alors, il est très clair que mieux que c'est difficile parfois de faire admettre ça, mais c'est une bonne nouvelle qu'on dépense beaucoup, parce que ça veut dire que l'essai de phase 3 se passe bien, qu'on recrute beaucoup, et qu'on ouvre beaucoup de centres, et qu'on paye beaucoup d'investigateurs, et qu'on avance. Donc les pertes vont se creuser? Non, les pertes vont évoluer, se creuser. C'est une bonne nouvelle? Se creuser, je dirais que c'est une nouvelle normale. Aujourd'hui, par contre, vous avez sans doute noté, mais je suis sûr que vous m'en auriez parlé, c'est que levée de fonds. Nous ne sommes pas des grands naïfs, et nous savons bien que si on dépense de l'argent, il faut qu'on ait de l'argent dans les caisses. Et aujourd'hui, les calculs doivent être faits. Je sais que les chiffres officiels font qu'après la dernière levée de fonds, on avait quelque chose qui devait être un peu moins de 180 millions. C'est ça, et ce qui fait qu'avec l'argent qu'on avait déjà en caisse, ça nous faisait à peu près un peu moins de 300 millions. Donc il n'y a plus besoin de levée de fonds aujourd'hui pour GenFit, jusqu'à la commercialisation peut-être de l'Elafibranor? Alors j'aime que vous disiez ça, mais ça a tellement été répété tout au long de notre vie, cette histoire de il n'y a plus besoin d'argent à partir d'eux, que moi j'ai fait ce que j'ai appelé un coming out financier, c'est de dire je veux diriger cette entreprise avec en permanence 2 ans de cash en caisse. Bien entendu, dès lors qu'il y aura des revenus. Peut-être un appel au marché dans 2 ans, peut-être, vous ne l'excluez pas. J'exclus pas d'aller au Nasdaq quand il sera intelligent d'aller au Nasdaq, c'est-à-dire d'avoir une véritable présence aux États-Unis. Non seulement, ce n'est pas seulement d'avoir une présence pour lever de l'argent, vous voyez bien qu'on peut lever de l'argent sans être au Nasdaq, mais une présence institutionnelle aux États-Unis, ça veut dire effectivement commercialiser, en partenariat sans doute, mais commercialiser aux États-Unis un produit et aussi offrir, pourquoi pas, au retail américain des actions de GenFit par le Nasdaq. On peut imaginer que c'est quelque chose que vous feriez en cas de succès de la phase 3, d'enclencher directement ce mouvement de cotation au Nasdaq? J'ai parlé autour des résultats de phase 3, ça peut être avant. Vous savez, il y a des phases avant les phases 3.
dans les quelques mois avant les phases 3, où il y a des phases de très grande dynamique spéculative et d'investissement, parce que les gens jouent à ce moment-là une probabilité quand même de succès relativement élevée, et ça peut être un bon timing. Donc je n'exclus pas ça, ça ne sera pas en tous les cas en 2018, ça, si c'est ça la question, ça ne sera pas en 2018. Voilà. Bon, pour sauf l'instant, ouais. un miracle phénoménal, mais je ne Sauf vois si pas le la cours raison. remontait, sauf si le cours remontait, parce que le cours aujourd'hui, il est à 22 € de GenFit, Natixis, très positif, comme beaucoup d'ailleurs de bureaux, 45 € vise Natixis, 46 pour Odo, 62 pour CIC. Pourquoi vous êtes aussi loin de ce cours-là? Pourquoi est-ce que le marché vous sanctionne aujourd'hui? Quelle est votre grille de lecture? Et moi, je ne pense pas qu'il y ait une sanction de GenFit. Je pense que... 30% de baisse en 6 mois, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Hein. Regardez en un an la performance de GenFit par rapport aux autres sociétés de biotech. Ce que j'ai tendance à relever quand même assez systématiquement, c'est qu'effectivement il y a une certaine stabilité, que les gens pensent qu'il y a une sorte de tunnel avant le grand moment d'inflexion qui sont les résultats de phase 3, mais j'ajouterais, et c'est parfois un peu dommage de devoir ajouter ça, mais il n'y a pas eu que des bonnes nouvelles dans les belles biotech françaises, celles qui avaient des grosses valorisations. Et on s'en sort. Vous en pâtissez, c'est ça? Bien entendu, je pense que le secteur peut faire peur à des non-spécialistes. Vous savez qu'il y a à la fois les institutionnels qui sont totalement blindés, qui connaissent les hauts et les bas normaux, mais il y a aussi énormément de gestion généraliste. Vous en tirez votre parti, ce cours boursier vous satisfait pas, j'imagine? Mais pas du tout. Alors, je ne suis pas satisfait. Comment voulez-vous que je sois satisfait d'un cours qui, selon moi, ne représente pas le potentiel de valorisation, par exemple, de la société, de valorisation dans le cadre ça vous accable, de ses potentiels. Ça vous lamente, ça... Je ne sais pas, j'avais dit lamenter, donc on va utiliser le même mot. Oui, mais enfin, peu importe. La question, c'est d'abord se battre pour avancer, et je pense que c'est quelque chose de très transitoire. Le marché dans la biotech en France mérite des bons résultats, aura des bons résultats, et ça aura un effet positif sur, à mon avis, l'ensemble du marché. Mais vous écoutez, votre baisse sur 6 mois de 30% du titre est un peu injuste. Parce que vous n'avez pas annoncé particulièrement de mauvaises nouvelles. Il y a eu cette levée de fonds de 180 millions d'euros qui a pu faire peur à certains, mais c'est injuste cette baisse. Spécialement dilutive, puisque c'était des océans. C'est vrai, vous avez raison. Et sur une maturité de 5 ans, je ne vois pas en quoi on pourrait dire aujourd'hui que c'est punitif pour mes actionnaires actuels. Cette baisse de 30% 6 mois de votre cours de bourse. Que faire de dire pour un PDG que c'est injuste ou pas? C'est injuste pour mes actionnaires. Voilà. Injuste pour l'entreprise, oui, mais c'est surtout injuste pour ceux qui, effectivement, ont mis leurs économies et espèrent des rentabilités et des plus-values beaucoup plus importantes. Ceci dit, c'est vrai que c'est parfois agaçant pour les petits porteurs qu'on retrouve sur vos forums, messieurs, mais ça reste au moins un type d'économie, un type de société pour lesquels développer un médicament, c'est 15 ans. Donc, il faut comprendre qu'une phase 3, c'est 4 ans presque, 3 ou 4 ans. Et il faut comprendre que, bien évidemment, les cours de bourse ne peuvent pas donner lieu à des news flows permanents qui font des explosions tous les mois. Donc, il y a une forme de patience, même si c'est un mot qui agace, mais il y a une forme de patience à avoir dans les investissements dans ce genre de société. Jean-François Mounet, on ne vous le souhaite pas, mais est-ce que vous vous dites quelquefois, tiens, et si, parce que vous le dites, le risque d'échec reste présent, et si Elafibranor ne marchait pas, c'est aujourd'hui l'essentiel de la valorisation de GenFit, est-ce que vous pensez à un plan B? Comment vous rebondiriez? Vous vous posez quelquefois cette question? Enfin, un dirigeant d'entreprise se pose toujours ce genre de questions, sinon il ne faut pas qu'il soit dirigeant d'entreprise. La question, elle est très simple, elle est de se dire, aujourd'hui c'est un actif majeur. Bon, je ne peux pas nier qu'un échec total serait quand même très dommageable pour l'entreprise. Maintenant, il faut être clair, c'est qu'il est très probable que ce qui ne serait pas totalement positif ne sera sans doute pas totalement négatif. Je ne pense pas qu'on aille vers un quelconque échec, mais l'échec sera de toute façon relatif. Pourquoi? C'est qu'effectivement, le produit, le fait qu'il ne marche absolument pas chez aucun patient, ça n'est pas de mon point de vue possible. Par contre, qu'on ait éventuellement, mais c'est une éventualité qui pour moi est faible, des patients qui sont des résultats mitigés, des patients qui sont mieux répondeurs que d'autres, et peut-être dans ces cas-là réaménager effectivement la cible. Un potentiel commercial un peu amoindri au final, c'est de ça dont on parle. C'est imaginable. Ça n'est pas le sujet aujourd'hui, mais vous me posez la question en responsable d'une entreprise, est-ce que j'y ai réfléchi? Je vous réponds en responsable de l'entreprise qu'effectivement, c'est jamais blanc ou noir, que ça a de bonnes chances d'être positif pour les raisons que vous avez et que j'ai évoquées, mais qu'effectivement, on regarde toujours comment les choses se passent. Je vous rappelle néanmoins qu'on a un cash qui est tout à fait
normal, 2 ans intéressant. de cash, il y a 2 ans de cash. Un peu plus, beaucoup plus même. Vous le savez bien, il faut calculer. Enfin. Mais en même temps, on a d'autres fers au feu. Je vous le rappelle quand même, hein, on a aussi un produit qu'on développe dans la fibrose, qui s'appelle NTZ, effectivement, qui partira en essai de preuve de concept très vite, maintenant, dans les mois qui viennent. On a un certain nombre de choses qui ne sont pas aussi lourdes en termes d'actifs qu'est la fibre à noix dans la nage, mais qui ne sont pas ridicules. Vous savez, il y a plein de biotech qui, avec uniquement NTZ ou uniquement les biomarqueurs, auraient des vies tout à fait correctes aujourd'hui. Vous avez vu sur les marchés qui sont animés par beaucoup de fusions, acquisitions, quel que soit le secteur. D'ailleurs, on a encore vu hier aux États-Unis. On a souvent vu GenFit racheté par un gros acteur de la pharmacie. On a souvent parlé d'ailleurs de Novartis. Quelle serait pour vous une offre qui valoriserait GenFit à sa juste valeur? C'est une question qu'on se pose quand on est dirigeant, ou est-ce que vous fermez le dossier jamais au grand jamais? Non, je vous remercie de vous poser la question. Je ne vous remercie pas de me la poser parce que je ne vais pas y répondre par un chiffre. Je ne vais pas redire, je commence à discuter au-delà de 10 milliards. Tout ça n'a pas de sens. Ce que je dis simplement, c'est que notre stratégie, je la répète pour la énième fois, mais c'est très important, je la répète devant vous, c'est nous garderons des territoires de vente et nous feront des alliances dans d'autres territoires, sans doute d'ailleurs des territoires soit difficilement accessibles pour une entreprise comme la nôtre, comme l'Asie par exemple, ou l'Amérique du Sud, mais nous garderons effectivement quelques Donc, territoires. Pas de cession en bloc éventuellement? Nous aurons dans le futur, en tous les cas la stratégie de GenFit est celle-ci aujourd'hui, vous verrez j'y mettrai un petit bémol après, nous aurons dans le futur effectivement une stratégie d'un mix entre des revenus de vente de produits et des revenus venant de royalties, des alliances que nous signerons, et ça n'est probablement un mystère pour personne, que nous ne vendrons pas seuls ce produit, que nous aurons des alliances très significatives pour ce produit sur les grands marchés. Ce que je veux dire en addition de ça, c'est qu'effectivement, il est bien évident que nous sommes ouverts aussi à des offres globales. Et quand je dis nous sommes ouverts, c'est est-ce qu'on aura le choix, si on nous met sur la table une offre de M&A qui ça y est, peut, il devient raisonnable. qui peut, mais j'ai toujours été très raisonnable, qui peut effectivement être une belle valorisation pour mes actionnaires, il est évident que nous n'avons absolument pas une sorte de religion fanatique de vouloir faire tout seul. Nous avons une seule religion, c'est de faire avancer le produit pour créer de la valeur. Et la valeur, elle sera rendue un jour ou l'autre à mes actionnaires. Allez, dernière question. Oui, on va finir là-dessus. GenFit, aujourd'hui, c'est devenu un peu, on va le dire, le chef de file des biotech françaises. Il y a beaucoup d'espoirs qui sont placés en vous. Est-ce que vous êtes conscient de ce point un petit peu? Et puis aussi, vous êtes une biotech française. Est-ce que c'est compliqué, simple? On entend parfois des sociétés qui disent l'innovation en France, c'est pas simple, on nous met des bâtons dans les roues, c'est difficile. Alors est-ce que pour vous, c'est bien d'être une biotech française? Est-ce que vous avez le sentiment d'être assez soutenu par les pouvoirs publics? C'est gentil de nous dire qu'on est leader, si c'est pour nous faire porter effectivement cette responsabilité. Mais non, je pense que des boîtes comme DBV ont une position de leadership tout à fait intéressante aussi. Nous sommes quelques-uns, effectivement, aujourd'hui, à avoir des produits assez avancés, des valorisations, on va dire, qui ne sont pas extraordinaires néanmoins, mais qui sont bonnes. En l'occurrence, votre question, c'est de dire est-ce que la France est un beau terrain de jeu pour faire de la biotech? Oui, pour créer des biotech, oui, pour développer des startups. Il y a de beaux incubateurs, il y a de beaux financements des premières années, voire maintenant effectivement un peu plus loin dans le développement. Mais il y a des statuts comme la jeune entreprise innovante ou le crédit impôt recherche, mais et le mais, il n'est pas seulement lié à la biotech, vous le retrouvez lié à la French Tech, etc. C'est qu'il faut pouvoir trouver des moyens financiers qui ne sont pas uniquement ailleurs et qui permettent de faire plusieurs choses. D'une part, des tours de table C ou D, c'est-à-dire des gros tours de table à 50, 100 millions pour des boîtes privées qui ne sont pas encore cotées. Et je pense qu'il ne faut pas précipiter les biotech vers la bourse trop vite, uniquement parce qu'on veut faire prendre aux petits porteurs. Ensuite, la responsabilité de leur financement, il faut qu'elles puissent maturer avec des investisseurs privés, donc des sociétés capitalistes, suffisamment longtemps. C'est mon point de vue, il n'est que mon point de vue. La deuxième chose, c'est que pour faire passer, mais les PME, c'est vrai aussi, il n'y a pas que les boîtes de la tech, hein, pour faire passer à un statut d'entreprise de taille moyenne, c'est-à-dire les fameuses ETI ou des entreprises qui commencent à être musclées, et pouvoir peut-être jouer dans la cour des biopharma futurs, ça serait bien qu'en France, on ait des relais de financement qui soient un peu plus puissants. C'est vrai. BPI, ça ne suffit pas? Mais non, ça ne suffit pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos entreprises se tournent vers les investisseurs étrangers qui ont un appétit du risque aussi, soyons clairs.
supérieurs qui ont aussi une connaissance du secteur. Moi, je me réjouis quand je vois de nouveaux analystes s'intéresser au secteur. On a besoin de plus d'analystes de biotech, plus pertinents. On a besoin de tout ça. Et je crois que ce n'est pas ici, dans ces locaux, que vous direz le contraire. Bon, voilà, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Jean-François Mounet, le PDG de GenFit, était votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama dans la grande interview. Merci. Merci beaucoup.